Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bruno Ange Maria Mosso est incontestablement l'une des figures emblématiques de la politique béninoise. Depuis 2 ans, l'homme évite soigneusement les plateaux de télévision et s'est plutôt consacré aux activités parlementaires. D'ailleurs, il est porteur avec 7 autres députés d'une proposition d'amendement de la loi fondamentale. Alors ce soir, le président de l'Union fait la Nation a décidé de rompre le silence. Alors pendant 90 minutes, il nous dira ce qu'il pense de la gestion du président Patrice Talon, des réformes en cours, également des réformes au Parlement et d'autres sujets qui défraient en ce moment la chronique chez nous. Dans cet exercice, je serai avec Landry Salanon de Canal 3 Bénin. Landry Salanon, bonsoir. Bonsoir, Président Théo. Oui, à vous la première question. Voilà, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Nous allons commencer dans un instant avec les questions d'actualité, c'est-à-dire la proposition d'amendement dont vous êtes porteur avec 7 autres députés. Mais avant, on rappelle que hier, 2 juillet, vous avez soufflé 79 bougies. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Encore sans doute beaucoup plus d'âge pour partager vos expériences avec nous. Alors, Privé l'a rappelé tout à l'heure, Bruno Amossou, vous êtes évidemment porteur d'une proposition d'amendement de la loi fondamentale de notre pays. Alors, est-ce qu'on peut véritablement savoir pourquoi cette fois-ci ce sont les députés qui s'y intéressent alors qu'il y a, l'année dernière, c'était un projet de l'exécutif? Merci beaucoup. Je pense que, comme le prévoit la Constitution, l'exécutif, comme les députés, ont l'initiative des lois. Et ce qui nous amène à nous intéresser à cette question, c'est que nous sommes à la charnière d'une situation qui nous amène à faire des élections en 2019, à faire des élections en 2020, à faire des élections en 2021, successivement. Et lorsqu'on va au-delà, on voit bien qu'il y a une situation qui préoccupe tout le monde, notamment les députés. Et deuxièmement, nous, à l'Union fait la Nation, il y a longtemps que nous nous battons pour essayer de revoir le système politique dans notre pays. Parce qu'il nous apparaît que si on n'agit pas à ce niveau-là, tous les efforts qui sont consentis, tous ces efforts ne donneront rien du tout. Il nous a paru utile de partager cette expérience-là avec d'autres forces politiques. Et c'est la conjonction de tout cela qui amène à prendre l'initiative, non pas d'une révision constitutionnelle, à prendre l'initiative de revoir le code électoral, de revoir la charte des partis politiques. Et il s'est avéré que si nous voulons, les 2 documents d'ailleurs, les 2 dossiers sont déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et il s'est avéré que si nous voulons aller plus loin dans ce qui est déposé aujourd'hui à l'Assemblée, il faut toucher à la Constitution. C'est pour cela que nous avons limité les propositions que nous faisons à 4 points essentiels qui sont utiles à la résolution des problèmes qui sont évoqués. Alors, Monsieur le Président, d'aucuns pensent que vous n'êtes pas suffisamment entreprenant au Parlement pour prendre une initiative de ce genre et que c'est le gouvernement en place qui vous met la pression pour le faire. Qu'en dites-vous? Non, vous savez, dans notre pays, on pense que depuis que le président Talon est arrivé, nous avons tous perdu nos cerveaux, nous n'avons plus de pensée et que c'est lui qui inspire tout le monde. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Avant l'arrivée du président Talon aux affaires, au pouvoir, les 4 questions qui sont évoquées dans la proposition que nous avons faite, ces propositions étaient sur le tapis. La question de l'abolition, je prends les plus faciles d'abord, la question de l'abolition de la peine de mort, tout le monde était d'accord dessus. La question de l'instauration de la Cour des comptes, tout le monde est d'accord dessus. Reste la promotion des femmes en matière politique et l'alignement des mandats. Donc, pour la question concernant les femmes, là aussi,
des séminaires ont eu lieu, des rencontres ont eu lieu, des plaidoiries. Tout ça, je crois qu'il n'y avait plus de difficultés majeures à ce qu'on prenne des dispositions législatives pour favoriser la présence des femmes à l'Assemblée. Sauf que la Cour a fait savoir qu'en l'état de la Constitution, il n'est pas possible de discriminer, même positivement, on ne peut pas le faire. Et nous avons pensé que l'occasion est là de prendre une initiative qui permet de régler cette question-là. Alors pourquoi est-ce que les femmes deviendraient-elles, j'allais dire, importantes dans votre agenda, alors que par le passé, même pour les positionnements lors des élections, elles n'avaient pas voix au chapitre? Qu'est-ce qui a changé dans votre... Non, il y a d'abord, la vérité est que celles qui militent dans nos partis ont droit au chapitre. L'une d'entre elles est au gouvernement aujourd'hui. Ça prouve bien que nous ne faisons pas une discrimination à leur endroit. Quand elles sont battantes, qu'elles se battent, eh bien, nous leur donnons la chance de pouvoir occuper des fonctions. Monsieur le Président, c'est peut-être quelques gouttes d'eau dans un océan. Ces femmes que nous voyons au niveau des postes de responsabilité dans la plupart des partis. Non, ce n'est pas des gouttes d'eau. C'est des gouttes d'eau peut-être au point de vue militante. Mais s'il y en a beaucoup, celles qui veulent se battre et qui sont dans les partis politiques, eh bien, elles connaissent l'ascension, on s'occupe d'elles, on fait leur promotion. Mais j'avoue qu'il faut reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup dans la lutte politique, dans le cadre des activités politiques. C'est ça qui fait que ce que vous constatez là. Mais l'initiative consiste à aller au-delà de ça et à leur donner cette possibilité-là. Alors, je pense que là aussi, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Reste la question de l'alignement des mandats. Monsieur le Président, on sait que les hommes politiques ont la calculette à portée de main. Alors, quel type de calcul sous-tend aujourd'hui cette proposition d'amendement, Monsieur le Président? Il faut d'abord commencer par exposer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons un système qui fait que le président de la République est élu pour 5 ans, les députés sont élus pour 4 ans. Ce système-là fait que nous avons ce que j'appellerais une série à occurrence de 20 ans. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En 1991, nous avons été au présidentiel. 4 ans après, nous allons aux législatives. Au moment où nous faisons ces législatives-là, il reste 1 an pour le président de la République. Donc, mais juste après cette élection du président de la République, 3 ans après, nous allons aux élections législatives. La fois suivante, après l'élection du président de la République, nous irons aux élections 2 ans après l'élection présidentielle. Et 5 fois, avant que nous ne retombions sur nos pieds, c'est-à-dire avant que les législatives et les présidentielles ne coïncident. Et ce qui s'est passé, nous avons eu à voter, à faire ces 2 scrutins ensemble en 1991 et nous avons eu à les retrouver en 2011, 20 ans après. Si nous continuons, ce que nous avons eu en 2011, nous le retrouverons en 2031. Ça veut dire que nous avons les décalages successifs entre les législatives et les présidentielles, soit de 4 ans, soit de 3 ans, soit de 2 ans, soit de 1 an. Ce système n'est pas tenable. Parce que, et je suis bien placé pour vous le dire, je l'ai testé quand j'étais à l'Assemblée, je l'ai testé quand je suis au gouvernement, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de revoir l'ensemble pour que de façon fixe, nous ayons des élections groupées ensemble. Pour y arriver, la première chose à faire,
c'est de porter le mandat des députés à 5 ans. Ceux qui veulent stabiliser le calendrier électoral sans toucher à cette question du mandat des députés se trompent. Parce que tout simplement parce que 4 n'est pas égal à 5. Vous ne pouvez pas, disons, faire des élections tous les 4 ans pour une institution et espérer que vous allez trouver une correspondance avec une autre élection qui est conduite tous les 5 ans. C'est pour ça que la première décision à prendre, c'est de porter le mandat des députés à 5 ans. Après cela, le débat s'ouvre pour savoir est-ce que cette élection à 5 ans du député et du président de la République, est-ce qu'on les fait dans la même année ou, comme certains le suggèrent, d'ailleurs c'était ça dans le projet du président Patrice Talon, comme certains le suggèrent, de décaler les élections législatives par rapport aux élections présidentielles. Ce débat a eu lieu en notre sein et nous avons donné préférence à ce que les élections présidentielles et les élections législatives se passent dans la même année. C'est indispensable pour que nous n'ayons pas, disons, des élections tous les ans, comme cela est le cas maintenant. C'est indispensable pour que nous ayons une année où nous nous occupons de ces questions-là et les autres années, on peut passer un peu plus de temps à réfléchir aux difficultés du pays. C'est ça qui motive cette proposition-là. Et je crois que nous l'avons proposé depuis 2012, en nous appuyant sur les suggestions, les propositions des 2 commissions qui ont été mises en place en 2011 par le président Yahi. La commission Ahanzo a recommandé cela. La commission Yonofun a fait la même recommandation. Et nous, au niveau de l'Union fait la Nation, nous avons fait des journées au mois de juillet, le 26, 27, 28, je crois, juillet 2012, et nous avons repris cette proposition-là à notre compte pour dire qu'il faut revoir le calendrier électoral. Et c'est ce qui est en train de se faire, et c'est pour ça que nous soutenons fortement cette transformation. Mais que va changer réellement cette proposition que vous faites ? On sait que les élections sont quand même des moments de grande ferveur, les rares moments de fête pour nos compatriotes. La fête aura toujours lieu tous les 5 ans, mais l'ensemble des fêtes sera groupé sur un trimestre, élections présidentielles, élections législatives, élections communales, et nous en aurons fini pour penser aux autres. Sinon, nous ne pouvons pas passer tous les jours, tout le temps, à être en campagne ou à être en train de lire. Vous savez très bien que ce soit les administrations, que ce soit le pays tout entier, tout est en animation lorsqu'on est en période électorale et il est quand même utile que nous puissions trouver le moment de produire avant de nous battre pour savoir comment on va le partager. D'accord. Alors, Monsieur le Président, si le principe, le débat sur la question de la révision ne se pose plus, c'est de savoir comment on le fait, sans doute. Alors, vous avez choisi 4 aspects dans la proposition d'amendement. Or, le projet qui a été rejeté l'année dernière, proposé par le chef de l'État, c'était au moins 58 dispositions modifiées, ou bien en tout cas, qui ont été donc créées. On se demande, est-ce que ce n'est pas une révision conjoncturelle? Est-ce que vous n'allez pas le faire et que demain, nous allons avoir d'autres problèmes pour qu'on revienne encore à dire, nous allons retoucher la loi fondamentale, qui en principe, il faut toucher avec des mains qui tremblent, Monsieur le Président? Oui, mais il ne vous a pas échappé que ce que nous avons fait, la démarche que nous suivons, est une démarche que nous avons toujours recommandée. Je parlais tout à l'heure de des journées de l'Union de 2012. La dernière phrase de la plaquette que nous avons sortie, c'est de dire il ne faut pas s'asseoir pour savoir quel point on va réviser de la Constitution. Non.
il faut s'attaquer aux problèmes qui se posent au pays. Peut-être que pour résoudre tel problème, c'est juste un arrêté qu'il faut. Peut-être pour l'autre, c'est un décret. Pour d'autres choses, c'est une loi. Et s'il s'avère que c'est nécessaire de toucher à la Constitution, on se réunit et on touche à la Constitution. Regardez les Français. De temps en temps, ils se retrouvent à Versailles, ils se réunissent parce qu'on veut introduire, on veut résoudre tel problème et on se réunit par rapport à ça. Et nous pensons, nous, et depuis, je vous dis, depuis 2012, nous soutenions l'idée qu'il ne faut pas faire des révisions de la Constitution pour le principe, mais il faut l'attacher à la résolution d'une question précise. Et en l'occurrence, il s'agit de l'alignement des mandats, mettre les mandats sur la même durée législative et présidentielle et faire en sorte qu'il y ait une période, une courte période de campagne, d'élection, et on sait qu'on en a fini et on passe à autre chose. Est-ce que cette démarche-là n'est pas quelque part vicieuse? Parce que chaque fois qu'il y a la volonté de réviser, on procède à des amendements, faute de faire une refonte totale. On procède par petits pas, chaque année, on se retrouve. Est-ce qu'au bout du rouleau, on ne va pas exposer la Constitution à une sorte d'instabilité? Non, ceux qui le font, il n'y a aucune instabilité. À chaque problème qu'on veut régler, on regarde si le point qu'on touche, quel est son impact sur l'ensemble, bien entendu. Et pour ce qui est proposé là, je ne vois pas très bien en quoi cela introduit de l'instabilité. C'est que on pense que tout ce qui... D'abord, nous avons une culture de complot. Tout ce qu'on fait, c'est qu'il y a un complot derrière. On ne sait pas pourquoi on fait. Non, il n'y a rien là. On veut régler des problèmes clairs, connus de tout le monde. Et s'il faut toucher à la Constitution pour le faire, on touche à la Constitution. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que ce qui suscite quand même l'intérêt des députés qui portent cette proposition d'amendement, c'est le fait de ramener le mandat des députés désormais à 5 ans et que même dans les dispositions transitoires proposées prévues par la proposition d'amendement, c'est qu'il est prévu que pour l'organisation des élections générales en 2026, que les députés qui seraient donc élus en 2019 passeront donc 7 ans, sans doute une disposition exceptionnelle. Est-ce que ça n'est pas autant de dispositions qui motive aujourd'hui l'intérêt que vous accordez à cette proposition d'amendement? Si quelqu'un peut nous dire de quelle manière on peut stabiliser notre calendrier électoral sans passer les députés de 4 ans à 5 ans, nous le suivons. Mais je ne connais pas quelqu'un qui puisse faire ça, parce que ça, c'est des notions élémentaires de mathématiques. Si vous avez une série de 4 et une série de 5, vous ne pouvez pas les faire coïncider. Parce que ceux qui disent mais il faut le laisser comme ça et faire les élections à mi-mandat, mais la moitié de 4 n'est pas la moitié de 5. Ça ne coïncidera jamais. Donc il faut d'abord passer à 5 ans, avoir la même durée pour toutes les institutions de la République. Ça permet d'organiser ensuite leur positionnement, le positionnement des scrutins les uns par rapport aux autres. Pourquoi on en est arrivé à souhaiter que pour la mise en œuvre, il faut 7 ans? Nous avions le choix. Une fois qu'on a décidé qu'on veut que les élections présidentielles et les élections législatives se passent au cours d'un trimestre, si nous prenons nous l'adossons aux élections de 2021, ça veut dire que nous prolongeons le mandat des députés actuels jusqu'en 2021. Ils seront plus motivés que ce que vous croyez là. Ils sont plus motivés qu'on prolonge leur mandat, ceux qui sont là. Nous n'avons pas voulu faire ça. Nous avons voulu faire quelque chose qui soit neutre par rapport à ceux qui sont là. C'est-à-dire, ils font une réforme, ça ne s'applique pas à eux. On ne sait pas qui sont ceux qui seront élus pour la prochaine mandature. Et donc, la réforme est plus objective que de demander aux députés qui sont là de prolonger leur mandat de 2 ans jusqu'en 2021
ce choix n'a pas été le choix fait. Parce que c'est cela qui serait très intéressé. Pourquoi on est arrivé à 9 ans, à 7 ans? Une fois qu'on a écarté d'adosser les élections à 2021, il faut l'adosser à 2026. Et 2026, et 2026, c'est 7 ans. À partir 2019. De 2019, c'est 7 ans. Et donc, il n'y a rien à faire que d'adopter ce principe-là. Encore une fois, je dis, considérons, voyons très bien que le système actuel ne permet pas de stabiliser le calendrier électoral. C'est un système qui se renouvelle tous les 20 ans. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons faire des élections en 2019, 2020 et 2021, nous l'avons connu 20 ans plus tôt, en faisant des élections législatives en 1999 et les élections présidentielles en 2001. C'est la même chose, décalage de 2 ans entre... Et si nous voulons le retrouver la prochaine fois, ce sera en 2039. Donc, c'est ce rituel-là qui fait que chaque situation que nous avons, elle revient 20 ans plus tard. Au lieu de ça, nous voulons que cela arrive tous les 5 ans. Chaque situation que nous avons, nous l'avons tous les 5 ans. Nous maîtrisons cela et nous avons un système plus stable que ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, il y a aussi cette question de code électoral et la charte des partis qui agite également le Parlement. Alors, quel est votre avis sur ces 2 sujets-là? Nous avons rédigé un nouveau code électoral. Pourquoi? Parce que l'ancien code est une compilation de plusieurs lois qui ont été votées sur une période de 7 même à 10 ans. On a mis côte à côte des lois et nous les avons rassemblées pour faire un code. Évidemment, ces lois ayant été votées à des intervalles très différents, dans des contextes très différents, il y a des contradictions entre certains articles. Heureusement pour nous qu'il n'y a pas eu de contestation aux dernières élections, parce que chaque avocat trouverait un article pour défendre son client et l'autre trouvera un article absolument contraire pour défendre son client. Donc, nous avons décidé de faire une véritable code, donc de fondre toutes ces lois en un code avec les dispositions habituelles de loi. On a d'abord les définitions, on a l'objet de la loi et on progresse en terminant par les dispositions pénales ou les dispositions transitoires. Donc, c'est ce qui a été fait. Une fois que nous avons, et c'est moi-même qui ai conduit l'opération, à la demande des collègues de l'Assemblée, c'est moi-même qui, avec certains collègues députés, nous avons conduit cet exercice de fusion de toutes ces lois et de rédaction d'un code électoral qui a été déposé à l'Assemblée. Et voilà que au séminaire qui a été organisé pour apprécier ce qui est fait, les discussions portaient sur certains points. Le plus virulent portait sur le fait qu'on demande de séjourner pendant 1 an. Oui, sans interruption. Sans interruption. Oui, de faire 1 an avant d'aller aux élections. Oui. À ce sujet-là, je dois dire que il n'est pas juste de penser que c'est une introduction nouvelle. Ces dispositions figuraient dans le code déjà, 1 an. Je viendrai à pourquoi on a dit sans interruption. La disposition de séjourner pendant 1 an figurait déjà. Dans l'ancien code. Oui, dans l'ancien code. Oui. Mieux. C'est une disposition qui date
pratiquement de la conférence nationale. Et qui figure, quiconque veut le savoir, n'a qu'à taper sur Internet loi Bénin, loi 94-015. Il va voir sortir la loi de 94. Et s'il va à la rubrique conditions d'éligibilité, il verra bien que les conditions d'éligibilité qui figurent dans la proposition de code figuraient déjà dans cette disposition, dans cette loi de 94. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, même pour ce qui concerne la loi de 2000, le code actuel. C'est antérieur au code actuel. Qu'est-ce qui a fait que Vous avez ajouté le sans interruption, parce Oui. que c'est ça l'innovation quand même de cette nouvelle, Bien sûr. des nouvelles conditions d'éligibilité proposées sûr. par l'actuel code électoral. Bien sûr. Oui. D'abord, éliminons le fait que pour les naturaliser, 10 ans. c'était les gens qui ne sont pas béninois d'origine. Le code y vivre sans interruption était dans l'ancien code et est dans le nouveau code. Donc, nous éliminons ce cas-là. Nous venons Au Béninois. aux Béninois. Ceux qui pensent qu'en disant sans interruption, ça veut dire que la personne ne peut pas sortir du territoire, caricature un peu. Parce que quand on dit aux naturalisés de passer 10 ans de séjour au Bénin, ça ne veut pas dire que pendant 10 ans, ils ne sortent pas du Bénin, les naturalisés. Donc, revenons aux Béninois. Qu'est-ce qui a fait que cette suggestion a été faite? C'est que l'application que la Cour constitutionnelle a faite de cette disposition en 1994, application, décision qu'on peut également trouver sur Internet. Il suffit de taper Bénin Cour constitutionnelle Aboubakar Baba Moussa. Et pourquoi Aboubakar Baba Moussa? Parce que à l'élection législative de 1995, le président de la BOAD, Aboubakar Baba Moussa, qui était à Lomé, a été élu. Il y a eu recours contre lui et la Cour a pris une décision qui l'a invalidé en 1994. Donc c'est aussi la preuve que ce n'est pas une disposition récente pour empêcher ceux qui sont en exil aujourd'hui d'être élus, toutes sortes de choses que j'ai entendues et qui vraiment dénotent de la part de ceux qui le disent d'une culture juridique un peu limitée. Donc je n'aime pas ça. Alors, Monsieur le Président... Non, je veux dire... Non, je n'ai pas terminé. On va évoluer. Oui, allez-y. Je n'ai pas terminé. Donc, je dis, c'est l'application qui a été faite qui a amené la proposition actuelle à mettre pour les Béninois aussi et séjourner sans discontinuité. Mais à l'issue du séminaire, je crois que la cause était entendue entre les gens. Bon, étant donné que ça soulevait des difficultés, on en revient à la formulation antérieure oui. Et l'affaire est terminée. Voilà, justement, parce que bon, les interprétations posaient véritablement problème. Deux autres points rapidement, toujours dans le code électoral qui suscite quand même beaucoup de polémiques. La question du quitus fiscal qui a été introduite, et puis l'exigence d'un seuil de pourcentage pour valider l'élection d'un député qui est élu dans une circonscription, c'est-à-dire l'exigence d'un seuil au plan national, alors qu'il est élu dans une circonscription électorale. Monsieur le Président, sur ces deux aspects, quelles sont vos appréciations? Oui, je veux dire que la question du quitus fiscal n'est pas une invention qui est sortie de la tête comme ça. Je vous ai tout à l'heure cité le rapport de la commission Anzo et le rapport de la commission Yonofun, laquelle commission a regroupé l'ensemble, disons l'essentiel des constitutionnalistes de notre pays, la commission Yonofun. Dans ces deux rapports, vous trouverez de 2011, vous trouverez qu'ils ont proposé de mettre quitus fiscal. Ces deux-là
qu'a été tirée disons, la proposition qui a été intégrée à la proposition actuelle. Donc ce n'est pas quelque chose que personne n'a jamais pensé ou bien qui a été inventé juste pour nuire aux gens d'aujourd'hui. Oui. Mais je ne crois pas que Ounion L'Enfant ou bien, je ne sais pas, tous ceux qui sont dans ces commissions-là voulaient nuire aux gens, qu'à quelqu'un, quand ils suggéraient ça. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il y a un consensus pour dire, si vous voulez être député, on va s'assurer que vous êtes acquitté de vos impôts. La formulation, la commission des lois de l'Assemblée, les discussions amèneront à trouver quelle est la formule qui convient, puisqu'on est d'accord sur le principe. Oui, le paiement des impôts. Le paiement des impôts, le reste, c'est une question. Le dernier point, l'exigence de seuil au niveau circonscription, hein, au niveau national, alors que vous êtes élu dans une circonscription. Ça existe. C'est une façon de renforcer la cohésion nationale. Il y a des pays où ça existe, l'Allemagne, pour les citer. Lorsque la liste sur laquelle vous vous trouvez, cette liste recueille au plan national un pourcentage infime de voix, chaque liste ayant comme soubassement une opinion, on considère que l'orientation que représente cette liste n'est pas significative au plan national et que c'est une opinion locale qui peut s'exprimer, se défendre au niveau des collectivités territoriales. Donc, il n'est pas nécessaire de porter au plan national une opinion qui n'a pas une base, qui n'est pas soutenue par un nombre suffisant. Donc, si vous êtes élu dans une circonscription, mais vous êtes porteur d'une opinion extra-minoritaire dans le pays, il est normal qu'on dise que votre opinion, ce que vous portez par votre liste, n'est pas assez significative, même si vous êtes élu dans votre circonscription. Quelle est la pertinence d'une telle proposition? Est-ce qu'on ne se complique pas la tâche en allant vers autant de subtilité? Non, ce n'est pas une subtilité. Est-ce que nous voulons, parce que c'est la finalité de l'affaire, est-ce que nous voulons avoir des acteurs de la vie politique qui sont de véritables acteurs significatifs, qui pèsent sur les décisions et qui expriment des opinions de nos compatriotes, mais des opinions significatives? Est-ce que nous voulons ça? Dérange-t-il ce qu'on a l'habitude de faire déjà? Mais il dérange en ce sens que nous avons une assemblée complètement éclatée et que nous avons des groupes qui se composent, recomposent tous les jours. Et c'est l'intérêt et du code électoral et de la charte des partis. Les dispositions de la charte des partis concourent à faire en sorte que nous ayons de véritables acteurs politiques. Vous savez, je vais vous dire, la cause essentielle de nos difficultés, c'est parce que nous n'avons pas de véritables partis, de véritables acteurs politiques qui définissent des orientations, les conduisent avec esprit de suite et que nous ballottons. Et chaque fois, on dit, mais oui, mais la classe politique a échoué puisqu'on a élu des personnes qui ne sont pas de partis politiques. D'Israël politique. Mais pour y arriver, que faut-il faire? Il faut qu'il y ait de véritables partis politiques qui sécrètent de véritables acteurs politiques. Et c'est ça qui fera que, au niveau de l'exécutif, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des groupes politiques qui discutent, élaborent des programmes, essayent de les faire appliquer. Et au niveau de l'exécutif, nous arrivons également à avoir de véritables équipes aujourd'hui. Vous savez, j'ai été membre du gouvernement. Je vais vous dire une chose. Des fois, le chef de l'État ne voit pour la première fois son ministre qu'au premier conseil des ministres. Il ne le connaissait pas.
Il n'a jamais vu. Un parti a proposé, bon, on a publié le gouvernement, et ensuite, les autres ministres qui arrivent, il y en a qui ne se sont jamais vus. On dit, ah, c'est vous le ministre de l'Agriculture. Ah ben, on va travailler ensemble, je suis très heureux de vous connaître et tout ça. C'est avec ça qu'on va faire des équipes qui dirigent le pays. Non, non. Et aujourd'hui, je vois une autre considération. On dit, mais le chef de l'État, il ne s'entoure que des siens. Et il n'élargit pas. Il s'entoure qu'avec les gens qu'il connaît. Mais comment ça? C'est faux. Non, mais, c'est une appréciation erronée. Mais comment ça? Vous voulez qu'il s'entoure des gens qu'il ne connaît pas? C'est ça? L'antidote de ça, c'est quoi? L'antidote de ça, c'est de créer des formations politiques, de faire en sorte que même ceux qui sont dans des partis opposés, je connais beaucoup de gens qui sont dans FCBE, mais si demain, pour une raison ou une autre, je me retrouve dans une équipe avec des gens de FCBE, je les connais parce qu'ils sont dans le champ politique, parce que j'ai eu à les pratiquer. Donc il est indispensable. Sinon, ben, ce qui arrive, c'est la conséquence du fait que nous ne voulons pas créer de véritables partis, nous ne voulons pas avoir de vrais acteurs politiques qui conduisent l'activité dans notre pays. Et il faut tout faire pour y arriver. C'est ça la garantie. De la nouvelle charte. La nouvelle charte. Oui. Alors, Monsieur le Président, mais c'est vrai, l'objectif, c'est de regrouper de grands partis politiques, mais vous êtes parti de l'incitation, en tout cas les propositions de l'incitation du financement public pour déboucher sur le regroupement, en tout cas avec les propositions qui sont faites, on aura visiblement 4 grands partis politiques si les élections étaient donc organisées. Est-ce que le fait de décréter le regroupement comme ça, est-ce que ça marchera? Est-ce que l'idéal n'aurait donc pas été d'inciter les partis à eux-mêmes se retrouver entre obédience que d'imposer une loi pour les obliger à se regrouper? Qui vous pousse à faire ça? Parce que visiblement, vous avez l'habitude de vous faire bouger. On a comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous pousse à aller un peu plus à ce rythme-là. D'après vous, pourquoi nous avons créé l'Union fait la nation? C'est pour regrouper des partis politiques. Qui nous a poussés? C'est qui? Puisque je vois assez à quoi vous pensez, mais qui nous a poussés en 2010 à vouloir ce que nous sommes en train de faire là? Ce qui arrive aujourd'hui pour nous est une bénédiction. Mais en 2010, vous n'avez pas eu ce rythme-là de croisière qu'on connaît aujourd'hui. Mais s'il y a un contexte favorable à une lutte que vous menez depuis longtemps, avec des acteurs qui vous boostent. Mais si le chef de l'État d'aujourd'hui Ouais. épouse des orientations sur lesquelles que nous avons toujours soutenues et que nous voulions toujours atteindre, si les conditions sont favorables parce que le chef de l'État est dans la même vision que nous, enfin, souffrez que nous puissions en profiter pour avancer politiquement. C'est quand même la chose à faire. Sinon, ce serait dommage, ça. Alors, Monsieur le Président, ça nous permet d'enchaîner avec la gouvernance Talon. Oui. C'est vrai, depuis 2 ans, on le dit très proche de vous, mais on vous a observé dans cette attitude observateur, spectateur joyeux. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on ne vous a pas vu vous prononcer sur sa gestion, sa gouvernance, la façon dont les choses se passent dans le pays. Alors, quel regard portez-vous sur la gouvernance du président Talon? Ne comptez pas sur moi pour dire ça, pour la raison suivante. Okay. L'attitude que nous adoptons aujourd'hui par rapport au président Talon a été la même attitude que nous avons adoptée par rapport au président Yahi et la même attitude par rapport au président Kérékou. Lorsque vous soutenez quelqu'un pendant les élections et qu'il arrive aux affaires, il gagne les élections, vous êtes dans la majorité présidentielle et vous essayez de conduire les affaires avec lui tant qu'il le veut et tant que l'orientation de ce qu'il fait correspond à ce sur quoi ce que vous aviez convenu au départ. Vous avez le sentiment qu'il le veut vraiment? Mais la preuve, c'est que nous sommes là.
Quand le président Yaya a été élu, nous avons fait la même chose. Et nous nous réunissions à son domicile. J'ai présidé la séance à son domicile, jusqu'au moment où il a pris une autre direction. Il vous a dégagé dehors? Oui, il a pris une autre direction. Et nous avons pris une autre direction. Et nous nous sommes combattus pendant 10 ans, bien sûr, parce que l'orientation n'était plus la même. Mais tant que vous êtes dans le moule de la majorité présidentielle, vous n'allez pas sur les plateaux de télévision pour dire ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous avez la possibilité, vous, d'influencer ce qui se fait. Vous avez la possibilité de parler, vous avez la possibilité d'agir. Donc, vous n'avez pas besoin du plateau. Lorsqu'on est dans l'opposition, vous ne pouvez pas parler aux autorités. Vous allez sur les plateaux de télévision pour exprimer votre point de vue. Et c'est la posture de l'opposition. Quand vous êtes dans l'opposition, vous ne verrez pas. Vous avez vu comment nous avions fait lorsque nous étions dans l'opposition. Vous ne verrez pas un opposant venir dire ce que fait le gouvernement, c'est très bien. Si le gouvernement fait bien, quand on est dans l'opposition, on dit on peut faire mieux. Et on commence à chercher. On sait quand même que par le passé, Oui. vous arrivez par moment, tout en étant quand même dans le gouvernement, ou du moins au Parlement, soutenant les actions de Kérékou, de faire quand même des brèches un peu pour piquer à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Pas en public. On vous a méconnu un peu. Jamais. Pas en public. Je n'ai jamais. Je considère que quand vous êtes dans un groupe politique, ça ne veut pas dire que vous approuvez tout ce qui se fait. Mais vos critiques sont des critiques internes. Dans toutes les démocraties du monde, c'est ce que vous allez constater. Vous avez vu la dernière fois, on dit, mais un député de Macron a dit ceci, et il avait fait un tollé en disant, mais comment peut-il dire telle chose en public alors qu'il est de la majorité? Mais c'est la même chose. Hein. Voilà. Et est-ce que depuis que vous êtes là, depuis 2 ans, que vous êtes dans la rupture, parce que vous l'avez répété, je crois, lors d'une sortie, que vous êtes du pouvoir, est-ce qu'il vous est arrivé, Monsieur le Président, de faire certaines remarques, certains reproches au chef de l'État? Puisqu'on a pris, il y a eu quand même certaines visites à votre domicile où le chef de l'État s'y est rendu. Vous croyez que je vais vous dire? Je vais vous dire. Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit. Non, pas du tout. Nous parlons du cadre formel. Oui. Sans doute que c'est arrivé. C'est arrivé que nous avons des divergences de point de vue sur des questions. C'est arrivé que nous sommes tout à fait en phase sur des questions. C'est arrivé et on discute beaucoup. Même la réforme constitutionnelle dont nous parlons, il a fallu faire un plaidoyer auprès du chef de l'État. Il n'était pas d'accord, lui. La proposition d'amendement? Oui. Pourquoi Mais parce que lui... ça le dérange? Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Nous, les 2 textes qui sont déposés aujourd'hui à l'Assemblée peuvent être votés et amener à des changements importants. Nous avons voulu aller plus loin en touchant à la Constitution. Son observation était de dire ce que vous pouvez faire sans toucher à la Constitution, ne serait-il pas meilleur de vous en tenir à ça? Parce que dès que vous allez toucher à la Constitution, les débats vont se déporter, non plus sur les réformes, mais sur le mythique débat sur la révision de la Constitution. Donc, il a fallu faire un plaidoyer. Il a fallu parler avec lui. Et le séminaire qui s'est tenu récemment, il a vu quand même qu'il y avait un consensus assez large sur la plupart des questions. Donc, ce n'est pas qu'on ne discute pas. On discute, mais c'est un va-et-vient entre nous. Alors, Monsieur le Président, on parlait de la gouvernance talon. C'est vrai, le port de Cotonou, c'est le poumon de l'économie, on se plaît à le dire tout le temps. Alors, aujourd'hui, ce port est géré par des ressortissants de la Belgique, pour ne pas le nommer. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette façon de faire se situe dans le prolongement de cette boutade de l'État des aides de compétences? Non.
C'est très bien d'abord le choix qui a été fait. Et je vais vous dire pourquoi. Vous pensez? Oui, oui, absolument. C'est pourquoi. C'est même en droite ligne de ce que le président Yahi a fait. Comment? Qu'est-ce qu'il avait fait? Le président Yahi, pendant 10 ans, a nommé 10 directeurs du port. Ça veut dire que chaque fois qu'il nomme quelqu'un, il s'aperçoit que cette personne ne donne pas satisfaction. Ce n'est pas par caprice qu'il change. Ce n'est pas parce que son slogan était « ça va changer » qu'il change. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'il constate qu'il n'a pas de résultat. Et il n'a pas de résultat, il change. Il a changé 10 fois parce qu'il n'a pas trouvé la personne qui soit en mesure de bien gérer le port. Lorsqu'on regarde tout ce qu'il a nommé, il a nommé des gens en interne du port, il a nommé des gens en externe, il a nommé d'anciens ministres, il a nommé des spécialistes. Enfin, toutes sortes de profils sont passés à la tête du port et il n'a pas eu satisfaction, il continue. Il a fait ça jusqu'à la fin de ces 10 ans. Le nouveau régime arrive. Que doit-il faire? Il continue la même chose, à nommer des gens. Non, quand c'est comme ça, lorsque les résultats ne viennent pas, quelle que soit la personne qu'on met, on interroge la structure pour dire est-ce que ce n'est pas l'organisation même du port qui est le problème et non pas les personnes qui sont là. Et lorsqu'on interroge la structure du port, on se rend bien compte qu'il y a problème et que quelles que soient les personnes qu'on aurait nommées là, ces personnes auraient des difficultés. Les problèmes, c'est quoi? Il faut aller chercher ailleurs une autre expertise pour sûr. venir régler ça. Mais bien il n'y a sûr. aucune compétence localement si capable de faire. Non. Si vous nommez directeur d'un CEG, quelqu'un qui a passé sa vie, un enseignant qui a passé sa vie, toute sa carrière dans le même CEG, et vous le chargez de faire la réforme du CEG, vous n'aurez pas les mêmes résultats que quelqu'un qui a fait plusieurs écoles. Je pense que la décision qui a été prise, c'est celle-là qu'il faut faire. Je dis qu'à la faveur de cette décision, j'ai regardé, moi, la structure du port. Elle n'est pas fondamentalement différente de celle que Catois, le premier directeur français du port, M. Catois, a laissé. Elle n'est pas fondamentalement différente. Et lorsqu'il faut faire des transformations aussi profondes de restructuration, il vaut mieux amener des gens qui ont l'expérience parce qu'ils ont fait ça plusieurs fois. Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils ont l'expérience. Et je suis très heureux de la réaction des cadres du port. Laquelle le fait de pouvoir manifester, vous l'avez dit? Je suis très content de leur réaction. Après avoir été pendant une première partie assez critique vis-à-vis de la décision, j'observe qu'ils ont compris que c'est une opportunité pour eux d'apprendre, de voir comment on structure un port aujourd'hui, parce que ceux qui sont là ont plusieurs expériences et c'est ça qui est important. Et nous allons avoir, vous allez voir, nous allons avoir au bout de bons spécialistes de gestion du port. Non, Monsieur le Président, peut-être que Oui, vous avez... Monsieur le Président, si oui. nous restons dans votre dynamique, dans votre démarche, qui consiste à penser que, bon, on ne peut rien faire par nous-mêmes, et que c'est de l'extérieur qu'on doit avoir l'expertise, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un renoncement, un reniement de nous-mêmes. Mais enfin, il ne faut pas, parce que tu as soif, tu bois de l'acide. Il faut dire c'est un liquide. Non. On est quand même 11 millions. On se dit, mais il n'y a personne au Bénin pour avoir cette compétence. Les 10 que Yaya a nommés. Non, Boni Yahi n'est pas Patrice Talon. Peut-être que lui, il peut trouver un bon manager qui puisse régler une fois la question. Il faut revoir la structure, l'organisation, les procédures. J'ai un ami qui a été commis par l'UMOA
pour l'informatisation des ports de la zone. À l'occasion, ils se sont penchés sur le port de Tema. Ce qu'il m'a dit, c'est que par rapport au port de la sous-région, en matière d'organisation, notre port a des problèmes graves. Pourquoi vous ne voulez pas que pendant 3 ans, des gens mettent une structure en place, des gens qui ont l'habitude mettent une structure en place, laquelle structure nous pouvons faire fonctionner par nous-mêmes. Les Américains, les Français font venir des spécialistes américains dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Nous sommes dans une fierté mal placée. La compétition aujourd'hui, il faut bien se placer et je suis très satisfait. Alors, et je demande aux agents du port, au cadre du port, d'écourter le séjour de l'équipe qui est arrivée. Ça dépend d'eux. S'ils maîtrisent vite le système qui est en train d'être mis en place, au bout de 3 ans, personne ne renouvellera ça. Alors, mais s'ils sont dans la guérilla et qu'ils n'apprennent pas, heureusement qu'ils n'ont pas choisi cette voie-là et je suis content d'eux. S'ils profitent de l'occasion pour maîtriser la gestion des ports, parce que ceux qu'ils ont en face en ont fait un certain nombre, eh bien c'est ça qui est bien. Vous savez, quand on veut construire une cathédrale, il vaut mieux aller acheter s'associer avec un architecte italien. Alors, Monsieur le Président... Parce qu'il en a fait plusieurs. Évidemment, on aura le temps d'aller en trouver en Italie. Alors, on parle donc du volet économique de Président Talon. On observe qu'il y a un effort de rationalisation et tout, mais ça donne comme impression aux compatriotes qu'il s'agit d'une politique d'austérité. Alors, est-ce que cette politique-là peut induire la croissance? Non, je crois que nous sommes dans une conjoncture difficile au plan régional et au plan mondial. Nous sommes dans une... Si vous écoutez, j'ai vu là une bande qui passait avant-hier soir au bas d'une émission sur la télévision gabonaise. Et il y a eu un conseil des ministres extraordinaire pour prendre des mesures d'austérité. Et si ce qui passait sur la bande est vrai, je suis sûr que c'est vrai, eh bien, c'est des mesures que si on les prenait ici, tout le monde crierait pour dire c'est le scandale. Ça veut dire que dans l'ensemble des pays de notre zone, comme ailleurs, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et par conséquent, il faut une gestion plus serrée, une gestion plus saine, et une gestion qui permet de préparer l'avenir. Et ce qui se passe, je suis moi très content de ce qui se passe aujourd'hui dans le débat autour du PAG. C'est très bien. Il y a... Vous approuvez aussi le dernier renchérissement de coûts de péage et pesage? Je vais arriver à ça. Je pars d'abord du PAG. Oui. Il y a des orientations qui sont proposées. Nous, on a combattu pendant 10 ans le président Yahya Boni. Mais nous n'avons combattu que le président Yahya Boni. Nous n'avons pas combattu son programme, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, c'est bon. Vous pensez? Absolument. Il n'avait pas de programme pendant 10 ans? Non, il faisait des actions. J'ai toujours dit que le piétinement et la marche, c'est le même effort. Mais la marche, on donne une direction aux jambes et on avance. Et que le piétinement, on reste sur place, mais on dépense la même énergie. Ses partisans nous ont brandi quand même son programme d'action qu'il avait rédigé et qui lui a quand même permis de conduire le pays pendant 10 ans, Monsieur le Président. Je ne dis pas qu'il n'a pas réalisé des choses. Je dis qu'il n'y a pas eu un programme avec des objectifs cohérents affichés. Aujourd'hui, nous parlons de numérique. Nous parlons d'un choix pour asseoir notre économie, développer le tourisme. Nous parlons de la Pendjari. Personne à l'avenir n'entrera dans le jeu politique, dans le combat politique, sans que les populations lui demandent, mais
vous là, qu'est-ce que vous voulez faire pour la Bengari, comment vous voulez gérer le port, etc. Donc petit à petit est en train de se constituer un genre de programme partagé par tout le monde. Il faut enlever le PSG à Patrice Talon. Il faut s'approprier les choix qui sont faits, les critiquer, c'est ça qui est bien, les soutenir, les amender, etc., pour que progressivement nous arrivions à avoir un corpus d'action, d'orientation, qui permette à quiconque vient aux affaires d'avoir une base sur laquelle il rebondit et conduit les opérations dans notre pays. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, parlant de la question de la morosité, c'est une situation sous-régionale, c'est un argument classique que tout le monde sait, même en France, nous l'entendons tout le temps. Quand on parle de morosité, on dit non, ce n'est pas le Bénin, c'est toute l'Afrique. Bon, nous l'entendons tout le temps. Et depuis 2 ans, le chef de l'État nous a dit de serrer les ceintures. Vous êtes au pouvoir, Monsieur le Président. Nous allons attendre, serrer les ceintures jusqu'à quand, vous qui êtes proche du chef de l'État et qui avez appartenu à plusieurs gouvernements par le passé? Je commence par dire que j'aimerais bien participer aussi à des débats sur la production, sur la création de la richesse. J'aimerais bien participer à ça. Je ne veux pas participer seulement au débat sur le partage, sur Nous sommes tout le temps dans le débat sur le social. Bien sûr qu'il est important qu'il y ait une répartition équitable des fruits de l'effort. Mais discutons aussi, intéressons-nous aussi des conditions de production de cette richesse que nous voulons partager. Et de ce point de vue, je considère que certaines structures qui, dans notre pays, devraient acter sur ce domaine ne le font pas. Je considère que si les ordres professionnels faisaient leur travail, si l'ordre, l'association des journalistes, pour vous attaquer de front, si l'association des journalistes, les différentes associations professionnelles des journalistes fonctionnent bien, je suis sûr qu'à l'intérieur de la corporation, on aurait moins de problèmes et que la HAC n'aurait pas à intervenir de la manière qu'on déplore aujourd'hui. Il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas. Si les géomètres, l'association, l'ordre des géomètres, l'ordre des architectes urbanistes, etc., fonctionne bien, nous n'aurons pas tous les conflits domaniaux que nous avons. Donc, les ordres, et si l'ordre des pharmaciens fonctionnait bien, nous n'aurions pas les difficultés que nous avons. Donc, non seulement il faut discuter, bien sûr, des difficultés, des conditions de vie que nous avons, mais essayons aussi de dire à nous-mêmes comment nous faisons pour assainir, pour produire mieux. Et ce sont les intéressés, ceux qui sont dans un domaine donné, c'est à eux de faire les propositions. Si on laisse l'initiative exclusivement au gouvernement, il ne faut pas se plaindre du fait que le gouvernement fait ses choix, et c'est uniquement quand ces choix sont mis en application que l'on commence à maugréer. J'en reviens à l'essence Payot. Au renchérissement d'abord de coûts de paysage et péage. Qu'est-ce que vous en dites? Non, vous savez, nous payons ça depuis. Comment? Quand vous partez de Cotonou, et que vous passez par Pédéport ou Kétou pour aller à Boïcon, ce que vous payez, même si c'est gratuit, vous ne payez rien à personne, mais ce que l'usure de votre voiture, l'essence, etc., ce que vous payez est supérieur au coût du péage qu'on va mettre à Webo. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pas une manière raffinée de contourner... Non, je vous dis... D'esquiver la question. Non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons un réseau routier, que nous avons considérablement élargi, fort heureusement, nous avons plus de voies bitumées. Si l'extérieur
nous donne les ressources, nous prête des ressources pour faire les voies. L'extérieur n'entretient pas les voies. Si nous n'avons pas de ressources pour les entretenir, au bout d'un temps donné, nous retournons à la situation que nous avons connue entre Akassato et Boycon. Il y a un fonds routier qui existe, Monsieur le Président. Mais les ressources du péage, c'est pour le fonds routier. Donc, s'il ne suffit pas que le fonds routier existe, s'il est vide, il ne servira à rien. Donc, il faut bien l'alimenter. Et c'est pour que l'entretien des routes soit quelque chose de réel qu'il faut bien ajuster. Les calculs que moi j'ai regardés, c'est le double de ce qu'on a dit là. Si on veut entretenir correctement les voies, ce n'est pas les chiffres que vous voyez là. Mais évidemment, c'est une chose qui ne plaît pas à l'automobiliste. Personne ne veut sortir son argent. Il faut que la route soit en état. Et c'est pour ça que... Vous êtes parlementaire, oui. Vous allez à Porte-Novo. Vous ne payez pas. Vous ne payez pas, Monsieur le Président. Vous avez des taux spéciaux. Vous ne payez pas. Vous croyez que c'est à cause de ça que j'approuve ce qui s'est passé? Non, pas Bon, du tout. c'est nous qui vous demandons de répondre. Vous ne payez pas, vous. Oui, l'administration ne paye pas. Oui. Parce que c'est dans le contrat de gestion. Évidemment. Si vous envoyez, c'est aussi simple que ça. Si vous envoyez des véhicules administratifs à Porto-Novo, etc., ou à n'importe quel endroit, et que le chauffeur qui est là, ce n'est pas toujours que le responsable soit dans la voiture. Oui. Si chaque véhicule administratif doit payer, eh bien, vous imaginez bien ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il ne manque pas une sorte de pédagogie justement autour de la mise en marche de cette réforme-là? Oui, bien sûr. Je vous approuve pour dire que, oui, la mesure est pleinement justifiée. Probablement qu'on pourrait la mener d'une façon plus acceptable. Vous conseillerez quoi, par exemple, dans cette matière-là? Commencer à dire aux gens qui voient la route qui n'est pas en état, il faut constater aux gens. Oui, si on fait un reportage pour montrer que l'autoroute là, est en train de partir en morceaux et qu'il faut bien de l'argent pour le faire, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui maintenant, puisque j'ai vu il y a quelques jours des sorties des responsables des TP pour expliquer. Probablement que s'ils avaient expliqué avant, que les choses seraient peut-être perçues différemment. Mais la justification de la mesure, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est qu'il faut absolument que nous ne retournions pas à une situation où nous sommes obligés de faire le tour de notre pays pour aller d'un point à un autre. Et si nous voulons éviter cela, tout ce qui est bitumé aujourd'hui, prenons toutes les dispositions financières pour les entretenir. Alors, Monsieur le Président, on est toujours sur le volet économique. Il y a le retour du coton aujourd'hui avec les performances qu'on connaît. Un commentaire de votre part? C'est bien que nous ayons une production qui s'accroît. C'est très bien. Il est évident qu'il faut aller au-delà du quantitatif. Nous ne pouvons pas nous satisfaire seulement du fait que la quantité de coton produit augmente. Oui, c'est une première étape. Les autres étapes que le ministre de l'Agriculture a annoncées la dernière fois, a énoncées et qui me paraissent essentielles, il n'est pas nécessaire, il faut tout faire pour stabiliser les surfaces emblavées en coton et améliorer le rendement pour maintenir le niveau de production quantitatif. Deuxièmement, il faut faire en sorte que l'exploitation, il faut arriver maintenant au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire que chaque paysan s'intéresser à ce qu'il touche, quel est son revenu sur la base des spéculations qu'il fait et quelle est la combinaison des spéculations
qui peut lui permettre d'avoir ce revenu-là. Quelle surface il doit consacrer au maïs, quelle surface il consacre au coton, quelle surface il consacre... Donc, il y a une transformation à faire, mais cette transformation doit se faire, comme il l'a expliqué, de manière à ce que les performances quantitatives, c'est-à-dire les quantités qu'on a produites, que ces quantités ne baissent pas, mais qu'en revanche, les surfaces consacrées à ces productions-là puissent se réduire pour permettre une diversification de la production. Et ça, je crois que c'est une bonne chose que nous ayons ces performances-là. Il y a la culture du coton n'a pas que des avantages, il y a des avantages certains, mais il y a des mesures d'accompagnement au niveau, par exemple, lorsque vous superposez, comme je l'ai fait la dernière fois, vous superposez les zones cotonnières et les taux de scolarisation, vous vous rendez compte que les zones cotonnières ont des problèmes parce que certaines de ces zones ont des taux de scolarisation très faibles. Ça veut dire que les enfants sont envoyés pour récolter le travail. Donc, il y a des dispositions à prendre pour que cette performance quantitative que nous avons ne crée pas par ailleurs des distorsions au niveau social qui peuvent nous créer des situations difficiles demain. Il y a aussi la lutte contre la corruption qui a été engagée par le chef de l'État. On a parlé tout à l'heure de la lutte contre les faux médicaments. Vous avez parlé d'interpeller l'ordre des pharmaciens. Vous avez parlé tout à l'heure du coton. Et Monsieur le Président, nous ouvrons quand même une brèche. Vous avez 3 de vos collègues qui sont dans une situation, Mohamed Attaorenro, Idrissou Bako et puis Valentin Dianoté Agossou, dont le gouvernement a émis quand même une demande de levée d'immunité parlementaire. Ça entre tout dans le cadre de l'assainissement, a-t-on appris. Quelle sera un peu la suite à donner à cette affaire, vous qui êtes au Parlement? Nous avons une commission parlementaire qui examine la situation et qui voit avec... cette commission n'a pas encore déposé son rapport. Je voudrais bien attendre puisque la commission a écouté les intéressés. Et il vaut mieux pour chacun de nous de garder une certaine retenue jusqu'à ce que le rapport de la commission parvienne aux députés et nous saurons exactement quelle est la situation, qu'est-ce qu'il leur est reproché, que faut-il faire. Je crois que dans les jours à venir, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Globalement, quelle appréciation faites-vous de cette lutte, on peut le dire, courageuse, de chef de l'État contre la corruption, avec des actes concrets que l'on voit maintenant sur le terrain? Il faut combattre de toute manière l'impunité. L'impunité en matière financière, l'impunité politique. L'impunité politique est très répandue dans notre pays. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un... les responsables politiques ne sont pas sanctionnés parce qu'ils ont mal fait. Un maire, un chef d'arrondissement, un député, un ministre, enfin, non, les élus. Lorsque les élections arrivent, on ne sanctionne pas les responsables politiques en disant, lui là, on devait avoir un puits dans le village où le puits du village est tombé en panne, il n'a rien fait. On ne vote pas pour lui. On ne sanctionne pas où un député il va d'un groupe à l'autre, il revient, il fait des slaloms géants là, où il fait la danse du ventre, il fait comme ça. Mais on ne le sanctionne pas par le vote. Ça, c'est aussi l'impunité politique. C'est ça l'impunité politique. Et tant qu'on ne fera pas ça, les responsables politiques ont une liberté d'action et une liberté de comportement. Et ce n'est pas seulement la loi qui va corriger ça. C'est aussi l'approfondissement de la démocratie au sein des assemblées, assemblées nationales, assemblées territoriales. Si dans les communes, dans les chefs-lieux d'arrondissement, on se rend compte qu'il ne fait pas bien le travail,
et que la population l'interpelle chaque fois pour savoir est-ce qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, donc on ne votera pas. S'il y a cette sanction politique, on aura une amélioration de la gouvernance. Donc, la lutte contre la corruption, oui, la corruption financière, la corruption politique, cette lutte qui est menée, bien sûr que c'est bien. Alors, dans le code pénal, vous aviez inscrit une disposition qui permet donc d'inquiéter ceux qui les acteurs donc de les sans-feu-latés, la contrebande, tout ça. Alors c'est vrai, vous avez donné donc les moyens au gouvernement, mais l'application de cette mesure, ça pourrait entraîner une implosion sociale. Non, ou bien vous l'aviez fait le fusil à la tempe. Le vote de ce. Non, vraiment. Oui, d'abord, le code pénal qui a été voté à 2h du matin par environ 15 députés, Monsieur le Président, et c'est pas une question de légitimité pour ce recueil de loi important? Non, pas du tout. C'est pour ça que je suis vraiment. Ça me fait mal de voir qu'une réforme aussi importante que le code pénal actuel soit transformée en code portant interdiction de vente d'essence. Parce qu'on ne parle que de ça. Évidemment, c'est ça qui... On ne parle pas du contenu du code qui est quelque chose... Mais à qui la faute, Monsieur le Président? Non, mais je vais en arriver là. Qui est quelque chose d'énorme, d'un changement profond dans la gestion de la justice, dans notre comportement. Chacun sait maintenant, dans un seul document, de quoi il s'agit. C'est une réforme fondamentale, difficile, mais qui a été faite. Et on transforme ça en code portant interdiction de distribution d'essence frelatée. Non, c'est tout autre chose que ça. Maintenant, fallait-il mettre dans le code, il est autorisé de distribuer de l'essence frelatée? C'est ça que les gens veulent qu'on mette. L'applicabilité, la faisabilité, vous êtes au Bénin, Monsieur le Président. Oui. Vous savez très bien, c'est de l'informel, beaucoup de citoyens y vivent. On n'encourage pas la vente de l'essence. Mais est-ce qu'une disposition qui a été mise en état, est-ce qu'on pourra véritablement l'appliquer? C'est ça qui est, oui, c'est ça qui est, à mon avis, important. Je crois que je suis d'accord avec ceux qui affirme qu'il faut interdire au niveau légal. C'est ça qu'il faut faire. Dire, ce n'est pas autorisé. Maintenant, dans la mise en œuvre, dans comment on fait pour que progressivement on arrive à une situation assainie, ça c'est du domaine du chef de l'État, de l'exécutif. Et je suis persuadé que ce que je souhaite, moi, ceux qui sont dans ce secteur et qui sont organisés, qu'ils se rapprochent des autorités. Je suis convaincu qu'au niveau des autorités, il y a des réflexions qui se font. Ce n'est pas venu comme ça. Donc, l'idée de voir comment on applique ça est antérieure au vote de la loi. Le gouvernement réfléchit à ça. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que ceux qui sont dans le secteur ou ceux qui ont des idées sur la question puissent se rapprocher des autorités et faire en sorte que dans l'application, on puisse tenir compte de la réalité sociale, de l'impact de cette activité sur le revenu de nos populations. Alors, Monsieur le Président, quand on parle du PSD, c'est un peu, ça vous colle à la peau. Vous êtes parti de cette formation politique, on pourrait dire, pour mieux manœuvrer encore à l'interne. Aujourd'hui, le parti est en lambeaux. Non, il n'est pas en lambeaux, il se porte très bien. Il y a deux ailes. Vous en avez le sentiment? Il n'y a pas deux ailes, il y a le PSD. Oui, vous êtes en les justice. observateurs ont le sentiment que c'est vous qui, de loin, mettez un peu la pagaille, entre guillemets. Évacuer ça. Évacuer ce sujet. C'est vraiment des faits divers, ça. Vous pensez bien que quand vous avez annoncé que je vais m'exprimer, ceux qui sont devant leur téléviseur veulent savoir que va proposer le président Moussou, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, qui va améliorer nos conditions de vie. Vous croyez que c'est les querelles au sein du PSD qui va concourir? Laissez ça. Ces querelles-là intéressent. Laissez ça. Parce que quand même, le PSD, c'est une entité de l'Union fait la nation dont vous êtes le président. Laissez ça.
Monsieur le Président, on veut Pourquoi lui vous laisser évacuez cette... la question, Monsieur le Je Président? l'évacue parce que ça n'a... D'abord, ça n'existe pas. Monsieur le Président, Ça existe dans l'imaginaire d'un certain nombre de gens et vous verrez pour la suite que ça n'existe pas. Et donc, moi, je n'ai pas d'énergie à consacrer à une situation qui s'est résorbée depuis fort longtemps. Et on croit que, parce que dans tous les partis politiques du monde, il y a toujours des gens qui se comportent de manière... un parti polique est quelque chose qui regroupe des personnes volontaires. Donc, ce n'est pas des employés. Donc, on ne peut pas les traiter comme des employés. Le chef n'est pas un petit Mussolini. C'est une gestion collégiale. Et quand ça ne fonctionne pas, mais on prend les mesures nécessaires pour que ça fonctionne. Mais vous avez quand même géré le parti, vous l'avez dit, pas comme un petit Mussolini, mais est-ce que ce n'est pas un peu les conséquences de cette gestion qui vous rattrape aujourd'hui? Non, rien ne m'a rattrapé, moi. Je suis tout à fait à l'aise. Oui, vous êtes revenu au sein du parti, vous avez juste joué. Pour le ramener, le remettre en ordre, et c'est fait. Finalement, vous êtes indispensable à ce parti. Non, non. Je demande à tous ceux qui ont mon âge, et même plus, et qui en ont la possibilité de continuer à se battre pour notre pays, de continuer à se battre dans les domaines où ils pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose. Il ne faut pas que nous arrivions à une situation où les gens ont dit, bon voilà, maintenant là, c'est fini. Je vois les choses dont nous avons parlé tout à l'heure. Si quelqu'un ne s'informe pas, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas. Donc c'est ça qui est important. Moi, je crois que non, ça c'est vraiment... Oui, ne nous attardons pas sur voilà, les choses on comme a ça. compris. Le 9 juillet prochain, en principe, le dossier doit être évoqué pour les plaidoiries. Il y a quand même deux ailes, elle est beau et puis elle Golo. La question fondamentale, c'est vous êtes quand même là. Qu'est-ce qui a pu se passer, Monsieur le Président, pour que le parti, que beaucoup apprécient, le PSD, soit dans cette situation que vous n'avez pas pu régler politiquement? Mais on ne l'a pas pu régler politiquement, on est en train de le régler maintenant. Au On niveau l'a de la réglé justice. politiquement. Certaines ailes, certaines personnes ont saisi la justice. La justice va se prononcer. Mais sinon, sur le terrain, vous voyez vraiment deux PSD qui sur le terrain du Bénin, là. Vous voyez ça vraiment? Non. Alors, Monsieur le Président, on comprend visiblement que l'essentiel qui est important. On comprend visiblement que vous ne voulez pas vous éterniser sur cette question-là. Non, parce que c'est un fait divers. Ça intéresse quand même vos militants, Monsieur le Président. Mais les militants du PSD savent ce que j'en pense et ce que je fais. Et c'est l'important, et c'est là où je vais en venir, c'est les groupes politiques que nous sommes en train de constituer. Oui. Tant qu'on restera au niveau des groupes ou des partis comme le PSD et qu'on n'évoluera pas vers des ensembles plus consistants, on va s'user dans ce genre de petites querelles qui animent l'opinion, qui fait rire les gens, qui amuse tout le monde, mais qui n'apportent rien de concret, rien de fondamental à notre pays. Nous n'allons pas distraire notre population avec des histoires comme ça. Donc je crois que c'est la justification ultime des regroupements en cours. Et je suis sûr que lorsqu'on arrivera à des organisations politiques réelles, on aura d'autres difficultés, mais pas du genre... Alors, Monsieur le Président, vous êtes l'un des inspirateurs, si on peut le dire, de la coalition de rupture. Aujourd'hui, vous fréquentez aussi bien Patrice Talon que Sébastien Yavon. Les deux ne s'entendent plus politiquement. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'engager des initiatives de réconciliation entre ces deux frères? Bien sûr, bien sûr. La meilleure machine, ce n'est pas celle qui ne tombe jamais en panne. C'est celle qu'on peut réparer. Et donc, on essaie. C'est possible de réparer ça? On essaie. Et comment ça se passe? Et moi, j'y consacrerai toute mon énergie. J'y consacre toute mon énergie. Une réconciliation est possible entre les deux? Mais je n'en sais rien au jour d'aujourd'hui. Mais je dis... Les deux se parlent? Je m'efforce, moi,
de faire en sorte que le groupe, la coalition de la rupture se retrouve. Comme vous l'avez dit, j'ai contribué assez fortement à sa création. J'ai regretté, et je regrette encore profondément, les divisions qui se sont produites. Est-ce que vous avez tenté de situer des responsabilités par rapport à... Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est la résolution des problèmes posés, de faire en sorte que notre pays ne souffre pas de contradictions qui sont nées au sein de la coalition. Regardez les élections telles que ça s'est passé. Et j'en profite pour remercier tous les participants à cette élection présidentielle exemplaire. Tous ceux qui sont de la coalition de la rupture, au second tour, il n'y a pas eu de long marchandage, etc., pour arriver au résultat que nous avons obtenu. Donc, c'est intéressant que ce groupe-là reste de façon en cohésion et conduise le pays. C'est intéressant. Donc, tous ceux qui peuvent y travailler, je le fais, mais d'autres également peuvent le faire. Et la coalition de défense de la démocratie née à Diefa, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des personnalités qui se sont retrouvées, qui ont un point de vue qui n'est pas le mien, et qui développent leur initiative. Je veux dire par là aussi que ça prouve quoi? Nous sommes très sévères envers notre propre comportement politique, notre démocratie. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Mais le Parlement fonctionne. Les institutions fonctionnent. Ceux qui ne sont pas d'accord sur des orientations données les expriment. Ceux qui sont d'accord les approuvent. Et je pense que ça fonctionne. Et lorsque nous discutons avec nos amis, j'ai félicité Djenotin quand il a été élu secrétaire national de Foscori pour amener l'émergence. Tout comme je poussais Azatassou a dit, essayez de maintenir le FCBE et de le transformer en parti politique. Ils y ont été plus rapidement que nous. Mais c'est très bien. Vous avez traîné les pas. Oui, mais c'est très bien que nous ayons une force politique du genre. Et donc, c'est bénéfique pour le pays qu'il en soit ainsi. Et il faut que d'autres forces se constituent. Si nous avons des groupes de cette taille-là qui peuvent compétir au niveau des différents scrutins, mais c'est une très bonne chose. Est-ce que l'organisation de l'opposition actuelle, est-ce que elle est de nature un peu à faire frémir l'Union fait la nation pour les prochaines élections? Est-ce que vous avez quelque part, vous dites, mais il faut mieux s'organiser? Est-ce que cette opposition vous effraie? Vous avez des craintes, Monsieur le Président? Mais qui vous répondra qu'il a de craintes? Pas moi. Parce que qu'il y ait une opposition qui s'exprime, qui s'organise, qui développe sa stratégie, c'est très bien. Mais nous ne sommes pas des manchots. Nous avons notre propre stratégie que nous développons. Peut-être que ce n'est pas assez visible à vos yeux, peut-être, mais ça se développe. Et vous verrez. Vous verrez quand le moment venu qu'il faudra aller aux élections, ben on verra bien. Monsieur le Président, nous sommes quasiment au thème de cet entretien. Votre mot de la fin? Ah, c'est fini? C'est presque terminé, Monsieur le Président. Ça passe vite. Vous allez peut-être profiter de dire, est-ce qu'à l'heure actuelle, par rapport au projet d'amendement que vous conduisez, on a l'assurance que les 3/4 passeront et que vous aurez les 4/5 pour que la révision puisse passer? Puisqu'il y a un an, il y avait donc un échec. Oui, nous discutons avec nos collègues de la minorité. Oui, nous discutons pour avoir un accord entre nous parce qu'en fait, les propositions qui sont contenues dedans sont des propositions consensuelles qui ne posent pas vraiment de problème majeur
Donc nous discutons avec eux pour arriver... N'y aura-t-il pas d'amendement au cours des débats en plénière pour que d'autres choses soient introduites, Monsieur le Président? Bon, je n'en sais rien, parce que c'est des députés. Eux aussi peuvent en introduire. Ce n'est pas disons, une exclusivité réservée aux députés de la mouvance. Ils peuvent... j'espère qu'ils le voteront. Mais, vous savez, chacun regarde quel est l'intérêt pour le pays et quel est l'intérêt pour lui-même aussi. C'est réel. Je connais bien nos amis de l'opposition. Ils n'ont pas un goût prononcé pour le suicide, mais donc ils ne voteront pas quelque chose qui nuirait à leur personne. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut discuter. Nous sommes en train de discuter et je pense que nous pourrions parvenir à un accord entre nous pour que les votes puissent intervenir de façon consensuelle. Votre carrière politique, c'est toujours à midi ou bien Non, quand même, la montre n'est pas bloquée. Non, c'est pas possible, c'est quand même... Quelle heure affiche l'horloge à présent? Je n'en sais rien du tout, parce que l'horloge est tenue par quelqu'un d'autre que vous savez. Ah, mais vous ferez la politique jusqu'au soir de votre vie, vous voulez dire? J'ai dit tout à l'heure que je demande à toute personne qui en a la possibilité, les facultés, de continuer à se battre pour le pays. C'est nécessaire. Et il ne faut pas croire que... je vois des tas de gens qui... et nos amis notamment de la diaspora. Mais enfin, ils disent des choses. C'est pour ça que je renvoyais tout à l'heure sur Internet qu'ils aillent voir sur les lois pour voir est-ce qu'en 1994, c'est Diogbenou qui nous a dit de voter la loi que nous avons votée en 1994. Je ne sais pas, je crois que Diogbenou était encore étudiant, puisque j'ai appris qu'il a CAPA en 1998. Bon, donc c'est pas lui qui nous a inspiré pour qu'on vote le séjour des gens. La loi dont j'ai parlé, 94-015, s'ils lisent l'article 40 de cette loi, indique clairement que nos compatriotes qui sont à l'étranger ne participent pas aux élections législatives. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas une invention de maintenant. Donc, je crois que chacun doit raison garder et savoir que, oui, il y a les difficultés, oui, il y a le fonctionnement régulier des institutions, il y a les rapports cordiaux que nous devons entretenir entre nous. Vous y contribuez, je suis fort heureux. Un petit commentaire sur les dernières décisions de la Cour constitutionnelle. Le revirement jurisprudentiel. Mais la Cour a commencé à faire le revirement depuis très longtemps. Puisque tantôt on a dit qu'il y a quelqu'un qui a mis sur WhatsApp là, les différentes 95, 2011, etc., les décisions de la Cour. J'ai été vérifié. Tout ce qu'il a cité est vrai. Ça veut dire que bon, on ne sait plus très bien en matière de droit de grève où est le jeu. Donc, mais le timing, juste quelques jours après son installation, on a déjà des revirements comme ça. Est-ce que ça participe de la stabilité de l'institution? C'est la question fondamentale, Monsieur le Président. Mais la stabilité ne veut pas dire qu'on laisse passer des choses. Je veux dire, oui, vous me donnez l'occasion de revenir sur un petit point. Tant que la Cour se substituera à l'Assemblée pour légiférer, il y aura une résistance au niveau de l'Assemblée et la Cour n'a pas dit ce qu'il faut faire. La Cour a jugé ce qui est fait pour savoir est-ce que ce qui est fait est conforme à la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas son affaire. Donc la Cour n'a pas dit voici ce qu'il faut faire. Okay. Voilà. Voilà, Moussou, votre mot de la fin? Eh bien, mon mot de la fin, c'est d'abord de vous remercier, de remercier ceux qui sont restés en éveil pour nous suivre et souhaiter que, disons, les réformes politiques qui sont engagées, que l'ensemble de la classe politique puisse être en mesure de les conduire à bon port. Parmi les textes essentiels de ces réformes, il y a la charte des partis politiques, le code électoral, et je dis de façon incidente,
la proposition de toucher à la Constitution, d'amender la Constitution pour permettre au Code et à l'achat des partis d'atteindre des dimensions plus larges que ce qui a été prévu. Je souhaite donc que nous puissions arriver à un consensus là-dessus. Je souhaite aussi que l'ensemble de nos compatriotes qui nous regardent et qui ont suivi notre émission retiennent que l'essentiel demeure la cohésion nationale. La cohésion nationale et la détermination à nous transformer. Si nous faisons cela, le reste, les difficultés actuelles, nous pouvons les maîtriser, c'est possible. Merci, Bruno Amosso, président de l'Union fait la Nation. Merci d'être passé sur ce plateau. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Henri et Landry Salanon, merci donc d'avoir participé à cet entretien. Merci, Fabien Montero. Merci infiniment et à très bientôt.